là, c'est une jeune fille notamment qui est à la recherche de ses origines et qui donc va aussi entendre des récits de sa grand-mère et éventuellement redécouvrir aussi des choses plus lointaines. Et c'est vrai que l'histoire, on en a aussi une vision. Nous, moi, je sais que j'ai été bercée notamment de récits de mes parents, de mes grands-parents qui me parlaient de la Deuxième Guerre mondiale, éventuellement toute petite, une arrière-grand-mère qui elle avait vécu 14-18 quand elle était petite, enfin quand elle était plus jeune. Et du coup, on se construit aussi une représentation de l'histoire à travers ça. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai voulu montrer dans Satinka, la confrontation entre finalement l'histoire telle qu'elle était et sa vision, la vision qu'elle s'était faite de cette histoire à travers les documents qu'elle avait lus et à travers ce qu'on lui en avait raconté. Excuse-moi, j'interviens. Je voudrais dire que l'histoire, c'est de la mémoire froide, alors que la fiction, c'est une fabrique de mémoire. Et à ce titre, ça aide, comment dirais-je, à déconstiper l'histoire. Oui, j'interviens aussi parce que dans Moana, donc il y a une trilogie de science-fiction, d'anticipation. A priori, l'histoire n'aurait rien à voir, sauf que moi j'ai démarré avec ce premier roman avec le personnage d'une arrière-grand-mère qui a vécu de nos jours et qui, dans un futur post-apocalyptique, raconte à son arrière-petite-fille tout ce que nous on peut avoir aujourd'hui. Et toute la question de la trilogie, c'est que faire de cette mémoire? Comment est-ce que la jeune héroïne va se débrouiller avec ça? Parce que ils sont dans des conditions de survie difficiles. Et donc le gouvernement leur demande de laisser ça de côté, de laisser cette mémoire de côté pour se concentrer sur l'avenir, hein, parce que c'est vital. Et donc la petite qui prend l'héritage de son arrière-grand-mère, de ses récits, va elle décider, non, au contraire, de continuer à parler de ça. Mais pourquoi faire? Et l'arrière-grand-mère elle-même est dans ce questionnement de se dire, mais qu'est-ce que je lui laisse? Parce qu'on nous dit toujours que c'est important de transmettre cette mémoire-là, mais dans ce monde-là, comment elle va s'en débrouiller de ça? Quel poids elle va devoir porter puisque le monde a complètement changé? Alors évidemment, voilà, la réponse elle a trouvé dans le bouquin, vous la devinez. Elle va pouvoir s'en servir. Ouais. Bon, effectivement, c'est une question que je réserve pour plus tard, mais je vais poser tout de suite. Vos deux romans sont vraiment des histoires de transmission. On n'a pas seulement l'aspect de reconstitution historique, mais effectivement un travail, une mise en abîme sur le processus de transmission, avec effectivement l'héroïne qui va retrouver des artefacts qui lui ont été légués et devoir reconstituer la manière dont ils sont arrivés jusqu'à elle, ou bien le mécanisme surnaturel des lettres qui s'échangent entre les deux Adrien, celui de 2014 et celui de 1914, qui nous fait réfléchir justement sur ce qu'on a gardé comme mémoire de 1914 et puis de mémoire, enfin, comment on reconstruit l'histoire à rebours, quoi. Comment est-ce qu'on peut... ou dans Adèle, le passage se fait par l'intermédiaire d'Alexandre Dumas. Par le livre, oui. Alors, ça c'était deux choses importantes. Déjà, Adèle, à la base, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vu par la grand-mère qui était dans son urne sur la cheminée. Alors là, mon éditeur m'a dit, ça va pas passer très bien en jeunesse. Mais bon, j'ai toujours des grand-mères dans les histoires, et moi je trouvais ça assez amusant que ce soit de son point de vue, qu'elle dise, bon voilà, qu'est-ce qu'elle va en faire, la petite de tout ça. Et elle rentre en histoire par le roman, en fait, par la Reine Margot de Dumas. Comme moi j'ai pu le faire, je suis rentrée dans l'histoire par les fictions historiques en fait. Et je continue à m'en servir pour les lettres volées. J'ai beaucoup puisé dans le Vicomte de Bragelonne. C'est moi ce qui m'intéressait naturellement, et de fait quelque part j'évitais le piège aussi de raconter n'importe quoi et de ne pas être exact en histoire, en disant de toute façon c'est une histoire à partir d'une histoire. Qui elle-même est peut-être bien, enfin si Dumas s'est trompé, il s'est trompé, c'est pas de ma faute. Oui, pour en venir à cette transmission, parfois il arrive même que la transmission se heurte à la version officielle de l'histoire, parce qu'on dit que l'histoire ça peut être une reconstruction. Parfois c'est même une déconstruction, c'est-à-dire qu'on va déconstruire le réel pour en reconstruire un autre. C'est quelque chose que j'ai rencontré aux États-Unis, notamment en discutant avec les membres de cette réserve. Et il y a une réflexion que je fais dire à un de mes personnages, qui est texto, ce qui m'a été dit, à savoir que dans les manuels scolaires de l'école primaire en Californie,
les tribus amérindiennes ont disparu. C'est-à-dire qu'il y avait une terre vierge, il n'y avait personne, il y a des moines espagnols qui sont arrivés, après les colons sont arrivés et tout va bien. Et donc en fait, s'il y avait eu des Indiens, ils ont gentiment accepté de partir. Ils s'en sont allés parce qu'effectivement, ils savaient que les colons avaient besoin de terre pour prospérer, donc gommer de l'histoire. Et donc là, cette tribu qui justement cultive la transmission du passé de la tribu et qui donc vénère un peu la mémoire des ancêtres et puis donc sait ce qui s'est passé, lisant ça dans les livres d'histoire, ils sont un petit peu interloqués parce que là, pour le coup, on a l'impression que dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de WASP, en fait, ce qu'ils appellent les White Anglo-Saxon Protestants, donc les descendants des colons, ce sont des moments de l'histoire qui sont gênants et on les a gommés. Rapidement, nous ça a été le propos avec 14-14 avec Paul Béorn, donc d'éviter l'histoire en janvier 14 et donc voilà, la légende commune qu'on apprend dans les manuels scolaires, c'est que les gens ont été très surpris quand la guerre a éclaté, qu'ils s'y attendaient pas du tout, voilà, ce qui est faux, et on le montre dans le livre par petites touches. Alors évidemment Adrien il a 13 ans, lui il se doute pas trop des choses, mais son instituteur est engagé et donc voilà, lui il lit ce qui se fait, il connaît ce que fait Jaurès, son grand-père aussi, et donc ça nous a permis de mettre en perspective un enfant, un jeune adolescent d'aujourd'hui, de lui dire mais enfin, malgré ton âge, malgré ta jeunesse, tu as déjà des éléments de réflexion qui sont là et si tu t'en saisis, si tu t'en empares, tu ne seras pas pris au dépourvu face à quelque chose qui te dépasserait, parce qu'on trouve ça quand même fou d'enseigner aux enfants que les gens en 14 ils ne savaient pas ce qu'allait se passer alors que le service militaire venait de passer à 3 ans, quelques mois avant, qu'il y avait déjà des conflits, donc non, s'ils veulent bien se saisir de ces éléments historiques, ils seront capables aussi de se saisir des éléments d'actualité qui leur permettront de comprendre le monde dans lequel ils sont. Donc voilà, par ce rétablissement en fait d'un fait historique qu'on ne leur donne pas, il y a derrière aussi cette volonté de leur montrer qu'ils sont quand même maîtres de l'information qu'ils vont aller chercher. Après, avec évidemment des limites, mais ils peuvent se saisir de ça.